Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie au Québec et de partout dans le monde en fait. Mon nom est Émile Demers. Nous allons aujourd'hui vous accompagner dans les mouvements qui chamboulent actuellement l'industrie manufacturière. Je suis accompagné de mon cher ami Samuel Lemieux, encore une fois, bienvenue à nouveau. Bonjour, merci. Bienvenue. Donc, dernier épisode qu'on a fait ensemble, l'épisode 9, c'était vraiment notre premier épisode inaugural, on pourrait dire ensemble, avec le setup vidéo. On réessaye aujourd'hui le setup vidéo. On essaie d'avoir des tables. On va essayer dans le futur, je devrais dire, d'avoir des tables un petit peu plus longues qui nous séparent un petit peu plus. Vous avez remarqué qu'on est un petit peu proche, donc en même temps, on va essayer de s'allonger dans notre chaise et de tenir notre micro. Donc, ça se peut que vous entendiez des petits sons de fil un petit peu partout dans le podcast. Je vais essayer de les enlever le plus possible, mais ça se peut qu'il en reste à la fin. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais commencer le podcast, faire un petit peu de housekeeping comme j'aime faire habituellement. Un petit résumé du dernier épisode qu'on a fait, donc le IMAX et le bras canadien, le Canadarm, avec moi et Samuel. Donc, un petit 2 sujets en un qu'on a essayé. C'était quand même long comme épisode, donc aujourd'hui, on essaye de faire un seul sujet qu'on va vous décrire bientôt. Encore une fois, donc le setup vidéo, j'en ai déjà parlé. Et aussi, comme d'habitude, écrivez-nous si vous avez des suggestions d'épisodes, donc j'apprécierais grandement. Donc, si vous avez n'importe quel projet auquel vous avez participé qui serait intéressant à parler au podcast, que ce soit un projet axé sur la mécanique, l'électrique, le génie des eaux, n'importe quel génie qui existe ou qui vous intéresse. Des projets étudiants aussi, ça serait super intéressant si jamais il y a des gens à l'université qui veulent nous parler un peu de ce qu'ils font. Ouais, les projets étudiants, je remarque qu'il y en a quand même, je pense qu'on a quand même fait beaucoup. Là, je me rappelle pas un exemple en particulier, mais il y a des projets de maîtrise. Puis des projets étudiants, en fait, le premier épisode sur le biogénius, c'était biogénus ou génius, excusez-moi. C'était par rapport à un projet étudiant. Donc, écrivez-nous si vous avez des suggestions d'épisodes sur nos comptes Facebook d'Accès Innovation ou sur mon courriel personnel emile.demers.1@hotmail.com. N'hésitez pas. Ensuite de ça, j'introduis aujourd'hui un nouveau segment, le segment des corrections. Je suis très fier de ce segment. Donc, l'objectif, c'est quoi? Dans le domaine du génie, on aime ça s'ostiner. Sam, tu le sais. Tout à fait. On s'est ostiné des milliers de fois dans le passé, dans notre vie personnelle ou par rapport à notre bac ou par rapport à whatever. Donc, l'objectif, c'est vraiment de venir chercher ça et de venir apporter, dans le fond, la collaboration des auditeurs. Donc, moindrement que vous avez écouté quelque chose qui vous a titillé ou qui vous a passionné particulièrement, vous pouvez m'écrire à la même adresse que j'ai dit il n'y a pas longtemps, emile.demers.1@hotmail.com ou sur nos pages, la page Facebook d'Accès Innovation, pour nous proposer, dans le fond, des trucs qu'on pourrait ajouter au début du prochain épisode. Donc, en ce moment, on est à l'épisode 10. Le dernier épisode, le 9, on a parlé du IMAX et du Canadarm. Et j'ai notre première correction. Je n'introduirai pas le segment pour rien. Donc, il vient de Cédric, notre cher ami. Cédric nous mentionne, lui, je vais mentionner avant une petite anecdote. Il a fait un bac, je pense que c'est un certificat en cinéma, donc il a étudié en cinéma à l'université. Il y a un certain background là-dedans. Donc, quand on a parlé du IMAX, lui, ça l'a intéressé particulièrement. Et il m'ajoute une petite précision par rapport au format 4.3. Je ne sais pas si tu t'en souviens, le format 4.3, on en avait parlé, puis on ne savait pas trop. Tu m'as posé la question, puis je savais pas trop quoi répondre. Le format 4.3, c'est quoi que ça faisait dans la vie? Ça venait de où? Si c'était vraiment ça avant le standard et après les IMAX, ça a juste disparu à jamais, là, parce qu'on sait c'est quoi le format 4.3. Là. C'est le format des vieux vidéos YouTube, là, pour ceux qui nous écoutent. Donc, en réalité, ce qu'il nous a dit, c'est que ça a été le standard dans les cinémas pendant un certain moment, mais il y a toujours eu plusieurs formats au final dans les cinémas. Et avec le temps, ça s'est un petit peu effacé. Mais c'est surtout devenu un standard dans les TV cathodiques. Télévision cathodique, donc un petit peu avant dans les séries télévision, un petit peu avant les années 2000. Ouais, maintenant que tu le dis, quand on y pense, on dirait que les TV ont changé de forme un peu là, depuis notre tendre enfance. Là. Ouais, tu sais, on s'imagine de grosses boîtes carrées, là, ouais. Avec un petit peu c'est un petit peu bombé en avant. Là. Ouais, mais à y repenser, c'est ça, effectivement, quand tu passes à une TV cathodique versus un écran plat, là, plus standard, ben là, effectivement, l'aspect ratio a changé. C'est ça. Donc, on est cave. C'est ça la morale du segment correction. Et puis, un autre détail intéressant qui essaie de me parler par rapport à la granularité. On a parlé de la granularité du film. C'est toi qui as amené ce terme-là, si tu t'en rappelles bien. Oui. Donc, moi, je parlais du film grain en anglais, puis je savais pas c'était quoi le mot en français. Donc, c'est vraiment quand on a un film qui a été filmé avec une pellicule, il y a des petits grains. Et Ced me dit qu'il y a 2 types de pellicules, donc à émulsion lente et à émulsion rapide. Et l'émulsion, ce serait le processus chimique dans la pellicule, et que la différence entre les 2 émulsions fait vraiment changer la granularité et le contraste de l'image. Contraste, je pense, c'est la quantité de couleurs, l'intensité des couleurs là, dans le résultat. OK.
Une autre petite correction. Et puis finalement, on a parlé un petit peu des projecteurs laser et il dit que c'est une upgrade sur la pellicule 70 mm côté image parce que les noirs, dans le fond, là je parle pour les projecteurs laser, là, les nouveaux projecteurs digital, parce que les noirs sont très très noirs. C'est comme les télé OLED. C'est un noir qui est vraiment plus... il appelle ça le true black, je pense en anglais. Là. Donc, les noirs, ça a toujours été difficile à en faire en image parce que tu projettes une lumière. Là. Fait que du noir, c'est bizarre à faire ça projeter. Ouais, effectivement. Mais il y a juste... Ça fait que c'est vraiment cool, ça, les projecteurs laser, mais il n'y a juste pas beaucoup de IMAX qui l'ont. Il y a genre une poignée, il me dit. Donc, je sais pas combien, là, c'est peut-être une dizaine dans le monde là, qui ont ça, mais lentement, on devrait en avoir plus. OK. Bon, ben, merci Cédric pour cette correction. Ouais, merci Ced pour la correction et n'hésitez surtout pas. Donc là, c'est un peu décousu là, comme manière de le faire. J'ai juste pris les screenshots de notre conversation Messenger que Ced m'a envoyé. Mais en allant de l'avant, si vous avez des commentaires, donc écrivez-nous et moi, ce que je vais faire carrément, je vais lire votre message, si vous en avez. Donc là, je dis ça, peut-être que le prochain épisode, il n'y aura aucune correction parce qu'on est trop parfait puis on fait pas d'erreur. Fait que c'est un peu le challenge que je suis en train de vous faire, là, si vous n'avez pas remarqué. Puis même si jamais quelqu'un écoute puis considère que lui est super calé dans un domaine, ben ça va nous faire plaisir de vous inviter puis on va pouvoir en discuter ensemble. Exactement. J'ai très hâte d'inviter une troisième chaise. Comme on mentionne, il y a une place pour les auditeurs, eux qui écoutent la vidéo sur YouTube. Vous voyez qu'au bout de la table, il y a une place. Il y a une lampe en ce moment, on peut tasser la lampe et il y a une chaise pour une nouvelle invité. Bref, OK. Donc, le sujet principal d'aujourd'hui, la 4e révolution industrielle. Il y en a 4? Oui, il y en a 4. Oui, il y en a 4. Puis aujourd'hui, pour vrai, cette semaine, c'est un sujet qui est super intéressant puis super actuel. Puis c'est une innovation parce que ça fait on va voir, là, ça fait vraiment pas longtemps qu'on en parle ou qu'on commence à émettre un peu sur ce sujet-là. Puis pour les gens qui nous écoutent aussi, c'est vraiment un domaine d'avenir. C'est quelque chose que je pense que dans le futur, on va en entendre encore plus parler. Puis même les métiers vont se transformer pour aller vers là, dans tout ce qui est manufacturier. Surtout chez nous, au Québec, mais en général en Amérique aussi. Toi, en plus, Sam, c'est une des raisons pour qu'on fait ça. Toi, tu as travaillé dans ce domaine-là. Tu as travaillé dans un domaine qui est relié à la 4e révolution industrielle, que un des termes qu'on nomme, c'est l'industrie 4.0, là, pour ceux peut-être qui connaissent ça sous ce nom-là. Fait que toi, tu es hyper calé là-dedans. Oui, j'ai eu la chance là, de travailler dans une entreprise qui mettait beaucoup l'accent sur tout ça pendant quelques années. Fait que je considère que j'ai eu une belle expérience quand même là, dans ce domaine-là. Puis c'est pour ça que ça me fait plaisir de venir en parler aujourd'hui. Excellent. Fait que je suis très content. Puis peut-être que dans l'avenir, on va avoir d'autres sujets comme ça on peut amener notre expérience sur la table. Un peu comme quand on fait dans le format standard, qu'on a des invités, des experts. Ben là, tu es un expert là-dedans. Fait que c'est excellent. Merci. De rien. Ben, je veux dire, je pense que tu es un expert. On va le découvrir aujourd'hui. Si après une heure, je juge que tu n'es pas un expert, je vais te le dire. Puis, avant de commencer sur notre résumé, dans le fond, comment on va le faire? On se split en deux. Moi, je vais faire un petit résumé, dans le fond, des 3 premières révolutions industrielles qu'il y a eu. Et toi, tu vas nous parler ensuite de la 4e. Mais avant ça, la dernière fois, quand on avait nos 2 sujets pour décider qui allait commencer, on a amené Alex. Et Alex nous a mentionné une certaine innovation ou une construction ou un projet technique. Et il fallait deviner le prix. Et la personne qui devinait correctement ou le plus proche le prix commençait en premier. Mais là, l'ordre n'est pas vraiment là parce que c'est moi qui vais commencer. Je vais parler des 3 premières, puis toi, la 4e, comme on l'a mentionné. Donc, Alex, donne-nous le sujet et nous allons deviner le prix, s'il te plaît. Donc, c'est un beau petit clin d'œil au dernier épisode. C'est un bras robotisé de cinéma. Puis dans le fond, je vais vous le montrer, puis après ça, je vais vous dire des spécifications. On peut le voir. Ouais, on va pouvoir mettre une photo au montage dans la vidéo pour ceux bonne qui idée. veulent le voir. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il fait, le robot? Ouais, je vais vous dire des petites spécifications rapides là, qu'ils donnent sur leur site. Fait que c'est un bras robotisé vraiment de précision à haute vitesse. Il y a 6 axes. Tu peux mettre une caméra jusqu'à 20 kg dessus. La portée du bras, c'est 2 mètres. Puis la hauteur maximale, c'est 3,5 mètres. OK. Je pense que toi, Sam, tu vas tellement l'avoir bon. Là, en US. Je pense que je vais être proche parce que, en fait, non, je ne veux pas non plus me jinxer. Mais j'ai eu à acheter des robots dans le passé. Ouais. Sauf que là, c'est un robot de cinéma. Donc, je sais pas si l'industrie fait en sorte que, vu qu'il y a une spécialisation au robot, je vais avoir plus de difficultés à deviner le prix. Est-ce que, juste avant, peut-être qu'on se lance, je vais juste peut-être, t'as mis le micro, puis je pense qu'on a quand même bien entendu Alex, mais on peut peut-être résumer. Donc, on parle d'un robot 6 axes, t'as mentionné, 6
probablement degré de liberté là, en série. Là. Fait que c'est un genre de bras avec 3 membrures, de ce que j'ai vu. Je pense que c'est 2-3 membrures. Fait que là, vous allez voir à l'image. Et pour des caméras, pour le cinéma. Puis, c'est quoi tu as mentionné après, donc, Alex, les deux... Ben, il peut supporter des caméras jusqu'à 20 kg. 20 kilos de caméra. Il peut se déplacer à 5 mètres secondes. Il y a une portée de... Le bras a une portée de 2 mètres. OK, un bras à portée de 2 mètres. Une hauteur de 3,5. OK. Je pense qu'on a assez d'infos. Bon. Je vais te laisser y aller en Vas-y. premier. Je vais pas influencer tu ta m'énerves, hein. réflexion. Tu m'énerves, là, parce qu'en plus, c'est ça. Puis en plus, c'est nice parce que c'est quand même relevant. C'est pas exactement relevant à l'industrie 4.0, mais c'est quand même relié. En fait, oui, c'est très relevant. Tu vas Ah, voir, bon. je vais t'en parler un peu plus tard, Ok. mais oui. Bon. OK, parfait. D'abord, tu vois, je suis prêt à en apprendre. Je vais dire, en US, je vais dire 1 million. Non, c'est peut-être beaucoup. Attends, je vais dire, j'ai vu ton sourire, je vais réajuster mon prix. Je vais dire 750 000. Ouais. OK. Bon, alors, moi, je vais t'expliquer ma réflexion. Je vais en parler plus loin un peu, mais dans l'industrie 4.0, on parle beaucoup de robotique collaborative. Donc, des robots, une des grandes marques qui en fait, c'est Universal Robots. Puis eux, c'est une compagnie danoise, il me semble. Et leur robot, ça détaille à peu près 50 000 $ pour un bras qui peut soulever une charge d'à peu près 10 kg. C'est un robot qui est collaboratif, donc les humains peuvent être autour, puis si on l'accroche, ben, il est sécuritaire. Donc, j'imagine que le robot de cinéma doit être collaboratif, parce que ça m'étonnerait qu'ils mettent une espèce de cage, ce qui est, pour les robots industriels, c'est ce qu'on fait, on met une cage autour pour pas que les humains puissent venir dans l'aire de travail du robot. Puis les robots industriels peuvent lever des charges beaucoup plus lourdes que les robots collaboratifs. À 20 kg, j'ai l'impression qu'il est collaboratif. Donc, moi, je dirais, vu que c'est quand même spécialisé, c'est une plus petite compagnie que UR, peut-être que le prix est un peu plus élevé, je dirais 80 000 $ US. Donc, on va aller à la réponse. Aïe, aïe. Je pense que je vais me faire détruire. Là. On est à 275 400. Oh boy! Hein? Ok, 275 000. Donc, Mais moi, j'ai dit 750, Ouais. fait que c'est toi qui je gagne. pense que je suis plus proche, mais pareil, je suis surpris. Fait que, dans le fond, toi, t'avais tort d'un ordre de grandeur, mais tu gagnes quand même. OK? mais Juste j'ai mentionner l'impression ça. que c'est vraiment Non, c'est relié au correct. domaine. Ouais. Ça doit pas être, il doit pas les faire en très grande série, puis vu que c'est spécialisé pour le cinéma, surtout avec les fittings pour les caméras puis tout, c'est Ouais. pour ça qu'ils peuvent charger plus cher, j'ai Ils l'impression. doivent pas en vendre des tonnes non plus. Là. Exactement. Ça doit être des très, très bas volumes. I Ok, guess. bon ben, qu'est-ce que Nice. je gagne quelque chose pour Fait que- cet épisode? Donc, tu gagnes rien pour l'instant, mais le prix, tu m'as mentionné avant l'épisode, qu'est-ce qu'on faisait avec ce résultat-là? Je t'ai mentionné, on faisait rien, mais on va dormir là-dessus, puis on va trouver quelque chose, OK? Ok. Fait qu'on laisse ça en l'air pour l'instant, puis on pourrait peut-être se l'écrire sur un petit bout de papier si ça m'a gagné une fois, puis à la fin, tu vas avoir genre 5 bonbons d'une shot. Excellent. C'est quand même incroyable. Bon ben, Ok. commençons cet épisode sans plus tarder. Donc, on commence. On est à 13 minutes, donc on est quand même, on est quand même dans les temps. On est on pace. Je commence. Donc, des petits résumés, un petit résumé par rapport aux 3 premières révolutions industrielles. Je fais ça très rapidement. L'autre fois, j'avais plusieurs pages de notes. Là, je fais ça très vite. La première révolution industrielle, on parle à peu près 1760 à 1830. Ça a commencé principalement en Grande-Bretagne et puis ça s'est répandu à beaucoup de places dans le monde. On parle vraiment de la grosse... La morale de ça, c'est vraiment de la grosse machinerie industrielle. Donc, machinerie à base de vapeur et d'eau. Et vraiment de la machinerie de production industrielle. Mais on n'a pas encore les usines en série. Là. On n'a pas encore l'assemblage en série, comme on va le mentionner, comme je vais le mentionner après. Donc, des exemples simples d'innovation ou d'invention qui ont été apportés avec la première révolution industrielle sont le télégraphe et le moteur à vapeur. OK? Très simple. Ben, pas tant simple, mais relativement simple. OK? Pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, oui. Deuxième révolution industrielle ensuite, de 1870 à peu près à 1914, donc début de la Première Guerre mondiale à peu près. On parle vraiment, là c'est là que l'électricité a commencé à être populaire, c'est là que les villes ont été électrifiées. Et aussi, c'est là qu'on a la production en masse. Donc vraiment, le genre de travail à la chaîne, le genre de... Tu fais une petite étape très rapide et puis tu le passes au prochain qu'on voit aujourd'hui dans les lignes de montage. Un des grands innovateurs dans ce domaine-là, c'est Ford avec le Model T, la première voiture qui était assemblée en série. Donc, si tu veux mettre un jalon là-dessus, moi je mettrais celui-là. Là, si on veut vraiment s'imaginer c'est quoi la deuxième révolution industrielle. Ouais, c'est un bon commentaire, ça. Puis je pense que, tu sais, je disais que ça finissait en 1914. Je pense qu'il y a une modalité, c'est autour de 1910. Jamie. non, c'est pas vrai. J'allais dire Jamie, look it up, mais non. Donc, pour ceux qui écoutent Joe Rogan. Bon, bref, donc on parle vraiment des automobiles et les chemins de fer qui sont agrandis. Là, les réseaux de chemins de fer sont vraiment mis de l'avant et popularisés. Et puis ensuite, la troisième révolution industrielle de 1969
à peu près 2010. Fait que là, la date de fin, je suis allé basé sur ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est pas vraiment défini. Tu sais, c'est le genre d'affaire que quand tu prends, mettons, 30 ans de recul, tu es capable de dire, OK, c'est à peu près là que ça s'est terminé. Donc là, on est comme dans une espèce de période de transition, puis j'espère que tu vas pouvoir nous en parler. Donc, la troisième révolution industrielle, on parle vraiment de l'électronique, les ordinateurs, donc le domaine, en fond, du IT, là, toute la gestion avec des serveurs, des ordinateurs, et les productions automatisées. C'est là que ça a commencé. Donc, des exemples d'inventions reliées à ça, on parle de l'Internet, l'énergie nucléaire, les cellulaires, ordinateurs et les robots. Donc, c'est pour ça que tantôt, je disais, les robots, c'est pas vraiment la quatrième, l'industrie 4.0, mais tu m'as corrigé, donc je sais que c'est vraiment plus important, mais on va voir comment. Donc, c'est là que se termine mon court segment sur les premières révolutions industrielles. Donc, je te laisse le micro pour la suite. Où c'est que ça s'en va, là, cette affaire-là? Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que, au final, comment qu'on définit quand est-ce que ça commence puis quand est-ce que ça finit, c'est pas mal les historiens en regardant dans le passé. J'imagine que la révolution tranquille, ils ne sont pas arrivés jour 1, nous entrons dans la révolution tranquille. On commence, puis ça va finir telle date. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on va parler de l'industrie 4.0. Puis moi, je la trouve super intéressante, cette innovation-là, entre guillemets, parce que on est dedans. On est en train de décrire l'histoire. Donc, c'est quelque chose qui est super, super passionnant. Donc, je vais vous parler un peu c'est quoi l'industrie 4.0. Aussi, je vais vous parler de l'histoire, c'est court l'histoire, mais de où est-ce que ça commence? Ouais, c'est ça que je suis curieux d'entendre. J'ai lu des affaires sur qui a inventé le terme Industrie 4.0. Est-ce que tu avais vu ça? J'ai pas une personne, mais j'ai une institution. On en reparlera. Okay, parfait. Après ça, je vais parler pourquoi c'est important comme innovation. Je vais vous dire aussi c'est quoi la place de la robotique. Ça, je sens que ça va t'intéresser parce que c'est quand même une pierre angulaire, là, si on veut, de l'industrie 4.0. Je vais aussi vous parler des pièges. Parce que selon moi, il existe des pièges dans l'industrie 4.0. Qu'est-ce que tu veux dire des pièges? Genre des trucs des misconceptions, des trucs qu'on pense qui sont pas vrais? Oui, puis aussi, je pense que comme tous les nouveaux concepts, il y a un peu de buzz autour de tout ça. Puis un peu comme la crypto-monnaie, la blockchain et tout ça. Les NFTs. Oui. Ça fait quelques fois qu'on enseigne les NFTs au podcast. Ouais. J'ai l'impression que c'est facile de tomber dans le piège de dire je fais de l'industrie 4.0 alors que tu regardes ça puis tu n'obtiens pas ce que l'industrie 4.0 te promet. Et là, qu'est-ce qu'elle te promet? Je vais y revenir, mais je pense qu'il y a des pièges dans la façon qu'on implante l'industrie 4.0. Puis finalement, je vais finir par l'avenir. Ça va être quoi qui s'en vient pour tout ça? Et de l'industrie 5.0. Oh, ouais, c'est ça. Ça, c'est ma dernière question que je gardais pour la fin. Qu'est-ce qui viendra après? Donc, on va le voir. Je veux pas qu'on en parle tout de suite parce que là, on s'emballe en faisant ça. Je suis en train de vous clickbait un peu. Là. Mais c'est drôle parce que, ouais, c'est ça, tu nous teases, Montana. Ce qui est intéressant, une des sources que j'ai trouvées qui datait de 2016, le gars, il savait pas qu'est-ce que serait, dans le fond, l'auteur de ce blog-là, savait pas qu'est-ce que serait la quatrième révolution industrielle à ce moment-là, en 2016. Ça montre à quel point c'est récent. Exact. Et lui, ce qui est intéressant, ce qu'il mentionnait, c'est que ça serait peut-être, il mettait ça comme en exemple avec des points d'interrogation. Là. Il disait, ce serait peut-être relié aux implants et aux cyborgs et le mélange de la technologie et du biologique, là, vraiment plus concrètement, comme on voit dans les trucs qui sont cyberpunk ou les films comme Blade Runner. Ou les films vraiment de science-fiction poussés comme ça. Là. Ouais. Mais c'est pas ça. On est tellement loin. On est assez loin de ça. Fait que je peux commencer, en fait. L'industrie 4.0, on parle de digitalisation. On parle d'interconnexion entre les machines et les systèmes de l'entreprise. Fait que pourquoi que c'est différent un peu de la troisième révolution industrielle? C'est que oui, dans la troisième révolution, on a apporté l'Internet, on a apporté les robots, puis on a apporté l'automatisation. C'est pas nouveau. C'est pas ça que l'industrie 4.0 amène. Ce que l'industrie 4.0 amène plutôt, c'est d'être capable d'interconnecter ces systèmes-là, utiliser l'Internet, utiliser les systèmes d'automatisation, puis avoir un tout, atteindre ce qu'on pourrait appeler un smart factory, avoir une usine intelligente où que tous les systèmes sont interreliés et communiquent ensemble. Donc, au lieu d'avoir un robot tout seul, un robot de soudure, par exemple, qui soude des pièces à la chaîne, on parle plus d'avoir une usine où est-ce que le processus de soudage est partagé en différentes machines. Il peut y avoir du mouvement dans l'usine où c'est des robots qui la font. Une autre machine récupère la pièce, fait la prochaine étape. Et tout ça, là, il y a quelque chose qui est super important, c'est la donnée. La donnée prend une place centrale dans l'industrie 4.0. On veut être capable de savoir en tout temps le plus de paramètres possibles sur le procédé manufacturier. Donc, on veut savoir les temps de cycle, bien sûr, mais toutes sortes de variables associées au procédé. Et là, ça varie selon le procédé. Mais si on pense à l'usinage, par exemple,
ben, on voudrait savoir, par exemple, la température de la machine, même le niveau de vibration, ou toutes sortes de choses qui, a priori, ne seront pas utiles au procédé. Mais on veut accumuler ces données-là et plus tard, on va pouvoir les exploiter. Comment et pourquoi, je vais revenir. Mais juste pour introduire l'industrie 4.0, on parle d'interconnexion des machines, on parle de digitaliser, puis aussi on parle de tout ce qui est communication entre les systèmes afin d'atteindre quoi? Ben, un gain en productivité. C'est ça qui drive l'industrie 4.0. Oui, il y a un but derrière tout ça. Là. On ne Ouais. le fait pas pour le fun. Là. C'est vraiment On pour le fait avoir pas plus pour de le fun, productivité. effectivement. On veut vraiment créer un écosystème qui enable, si je peux me permettre l'anglicisme, d'optimiser le processus. Donc, pourquoi? Ben ça, c'est une réponse un peu à la globalisation qui s'est passée au tournant des années 2000. On exportait beaucoup de notre production dans divers pays où est-ce que le taux de main-d'œuvre était beaucoup plus bas que chez nous. Donc, ça faisait en sorte d'avoir des biens de consommation qui sont vraiment moins chers. Donc, des pays où que les salaires sont probablement moins élevés Ouais. et que des pays en développement. Exactement. Il y a 20 ans, c'était un genre la Chine. Là. Puis C'est ça. aujourd'hui, la Chine est un peu Parce différente. qu'avec là. la globalisation, ce qui arrive, c'est que toutes les entreprises ont accès, en principe, aux mêmes ressources. Donc, ils peuvent acheter les mêmes machines que toi tu as ici aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, en Amérique at large. Donc, une compagnie chinoise pourrait avoir les mêmes machines et tout ce qui va différencier une compagnie ou l'autre, ben là-bas, leur main-d'œuvre coûte drastiquement moins cher. Il y a des normes qui ne sont pas les mêmes. Donc, nécessairement, ils vont pouvoir vendre les pièces à des coûts inférieurs à toi. Alors, comment que nous, ici, si par exemple, là, il y a beaucoup de contexte politique qui se passe en ce moment qui vient un peu changer la donne et qui fait en sorte qu'on ne veut plus nécessairement dépendre d'autres pays. Mais, par exemple, si jamais tu veux compétitionner ça, comment tu fais? Si tu as les mêmes ressources, puis eux doivent payer moins cher, par exemple, leurs employés, comment que toi, tu fais? Tu as une compagnie, tu as une PME ici au Québec, puis tu veux compétitionner. Bien, la réponse, c'est d'être plus efficace. C'est dépenser moins, avoir besoin de moins de ressources. Et là, je parle autant d'humains que de ressources matérielles, mais globalement, dépenser moins pour produire la même chose. Alors là, il y a le salaire de tes employés ou même tu vas atteindre un plancher. Si la même machine que toi, il dépense la même énergie pour la faire rouler, ben, il atteint un plancher. Puis si toi, tu es capable de descendre sous ce plancher-là, c'est là que c'est intéressant. Puis l'industrie 4.0, c'est des outils, essentiellement, pour augmenter cette performance-là puis cette productivité-là. Donc, ça, c'est un peu qu'est-ce que c'est l'industrie 4.0. Si vous voulez mettre un mot, ce serait digitalisation. Si vous voulez en mettre un de plus, ce serait interconnectivité entre les systèmes. Ça me fait vraiment penser, ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne au podcast, puis même dans l'épisode secret que j'ai teasé, ça va être un concept très intéressant, le Internet of Things. Donc, je pense que c'est relié à ça. C'est depuis, mettons, l'avenue des téléphones intelligents, mettons à peu près les iPhones, les BlackBerry. On a vu qu'il y a de plus en plus de choses qui adoptent le terme smart après. Là. Mm-hmm. Et souvent, ça relie justement à une genre d'interconnectivité, justement, que tous les objets ont leur genre de système de communication pour communiquer avec d'autres systèmes. Donc, par exemple, je pense que c'est la domotique, donc des systèmes de lumière intelligente dans une maison, là, que tu peux setter tes lumières pour qu'ils mettent rouge, bleu et blanc quand tu écoutes le hockey du Canadien. Ouais. Ou d'autres couleurs, comme toi tu fais, ou d'autres couleurs. Donc, c'est vraiment... Ça me semble être vraiment relié à ce domaine-là. Oui, là, on parle d'une forme de contrôle. Donc, on rend les objets smart pour être capable de les contrôler d'une certaine manière par des voies de communication. Avec Internet of Things, on veut être capable de parler à des objets. Il y a aussi une notion de données. Donc, là, on va parler, oui, d'Internet des objets, mais aussi d'acquisition de données. Fait qu'on va rajouter souvent des capteurs sur les lignes de production qui n'existaient pas avant pour avoir une notion plus large de ce qui se passe dans le procédé. Donc, une fois que tu as la donnée, tu as la manière de contrôler, on va aussi parler de décision décentralisée. Puis là, ça m'amène à parler un peu des 4 principes de l'industrie 4.0. Le premier principe, c'était l'interconnexion, ça on en a parlé. Le deuxième, c'est la transparence de l'information. Donc, je veux dire par là, être capable d'accéder aux données de production. On ne veut pas une machine encapsulée qui produit une pièce, mais qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans le procédé. On veut savoir, tu m'as produit une pièce et voici tout ce qui s'est passé dans le procédé. Et là, après ça, tu es capable de savoir, bon, d'une production à l'autre, j'ai telle variabilité sur ma pièce finale parce que les données de production ont changé. Donc, juste l'accès à l'information aux données que tu collectes, là, c'est un peu ça. Là. Ouais. Pas juste te perdre, te noyer. Ça, c'est une question que j'avais pour plus tard, mais pas te noyer dans toutes tes milliers de données que tu avais. Oui, c'est ça. Fait que, le deuxième principe, c'est la transparence de l'information. Le troisième principe, c'est l'assistance technique des systèmes pour les humains. Donc là, on veut dire que le système, là, la machine, elle doit assister l'humain à accomplir quelque chose.
On va en reparler un peu plus loin dans la robotique collaborative, mais c'est pas nécessairement juste de la robotique. C'est juste que on veut que le système global, le système 4.0, aide les humains dans leur quotidien. On parle de collaboration avec l'humain pour accomplir le travail. Donc, il y a une espèce de dualité entre la machine et l'humain dans l'industrie 4.0. Ensuite, la décision décentralisée. Ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut que les systèmes puissent prendre des décisions. Et là, on ne parle pas nécessairement d'intelligence artificielle, il peut y en avoir. C'est pour ça qu'un buzzword, des fois, dans l'industrie 4.0, c'est de dire « Ah, l'IA ». Mais c'est pas juste de l'IA. On veut en général que le système puisse prendre des décisions et ça peut être une décision qui est hard-codée dedans, dans le système. Ouais, ça peut être juste des fois, des algorithmes simples, ça peut avoir l'air d'une intelligence artificielle, mais c'est juste un genre de logigramme qui dit quand telle chose arrive, choisis ça, et quand telle chose arrive, choisis telle autre. Exemple, on a un option, système 4.0. On a une machine qui fait une pièce, puis on a un robot mobile qui vient chercher la pièce pour l'amener à l'expédition. Ben là, on veut racheter des capteurs dans la chaîne qui va nous regarder la pièce finie puis qui va dire est-ce que la pièce est bonne ou non. Et si la pièce n'est pas bonne, tu envoies un autre robot qui, lui, s'en va chercher la pièce et l'amène à un département, par exemple, de qualité. Donc ça, c'est une décision décentralisée. Tu n'as pas besoin qu'un humain vienne inspecter les pièces pour décider qu'est-ce qu'on fait avec. Et ça, c'est un concept qui est super important dans l'industrie 4.0 parce que un des pièges que je vais parler, c'est jumper trop vite à la robotisation. Tu vas comprendre un peu plus loin. Ouais. Mais il y a toute une notion derrière le robot. Mais là, il y a une des questions que je vais te demander, c'est avec toutes ces données-là, puis j'imagine que dans une entreprise de manufacture moyenne, il y a tellement de pièces qui sortent de là, il y a tellement de procédés, il y a tellement de machines différentes. Y a-tu un risque, justement, qu'on se perde dans toutes ces données-là et qu'on aille accumuler des terras et des terras d'informations qu'on sait juste pas quoi faire avec puis qu'on veut pas se débarrasser parce qu'on dit on va peut-être les utiliser plus tard pour faire une genre d'étude de cas. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Des fois, on les filtre dessus. Comment ça fonctionne? Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a une première qui pourrait dire que oui, ça coûte cher d'avoir de la donnée. Donc, à ce moment-là, on voudrait peut-être cibler qu'est-ce qu'on acquisitionne comme données. Mais moi, je pourrais aussi te répondre que tu ne le sais pas nécessairement qu'est-ce que tu auras besoin comme données. Avoir accès à tout, ça va toujours être mieux que de manquer ce que tu as de besoin. Dans un sens que si dans 5 ans, j'ai un nouveau besoin, un nouveau projet, puis j'aurais aimé ça avoir de la donnée sur 5 ans de telle chose que le nouveau projet est supposé régler ou améliorer, ben si je l'avais pas, si dans le temps je me disais ça va coûter trop cher à acquisitionner, je vais pas stocker cette donnée-là, ben je suis mal pris. Mais est-ce que tu as une idée, est-ce que tu as un ordre de grandeur de la quantité de gigs ou de terras qu'on accumule dans une compagnie comme ça pendant, mettons, 5-10 ans? Ça ressemble à quoi? C'est quoi les ordres de grandeur de ça? Ça dépend vraiment qu'est-ce que tu veux acquisitionner puis jusqu'où tu veux le faire. Un ordre de grandeur, moi, pour le moment, mettons une entreprise manufacturière, je pourrais dire que ça se compte peut-être en terras sur quelques années. C'est pas nécessairement c'est pas à l'infini. Là. OK, fait que tu peux juste acheter un autre disque dur d'un terra, ça coûte 50$. Là, ouais, mais encore là, ça dépend si qu'est-ce que tu vas acquisitionner. Mais c'est juste ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus, tu n'acquisitionnes pas de la vidéo, des choses vraiment complexes. En général, quand on parle d'acquisition, on va vouloir savoir avoir un capteur qui va regarder, je sais pas, là, les temps de cycle ou des choses comme ça, puis ça va juste être dans une base de données, ben, tu sais, tel numéro de produit, tel lot de production, ben, notre temps de cycle moyen, c'était ça, puis là, ça va évoluer d'une année à l'autre. Puis là, tu es capable, après ça, de mesurer l'impact de tes projets sur ça. Fait que c'est des données quand même assez simples. Après ça, moi, je vois plus un enjeu sur comment que tu les traites. Parce que comme tu le dis, on va avoir une quantité phénoménale de données. Et je viens de vous dire que peut-être qu'elle ne vous coûtera pas si cher à entreposer, ou ça ne sera pas non plus à l'infini. Mais après ça, comment tu gères toute cette donnée-là quand tu veux l'analyser, ça, c'est un autre challenge. Il faut avoir les bons outils pour l'entreposer et être capable d'y accéder. Parce que il y a des emplois complets, il y a des bacs qui se donnent en dedans. Les actuaires, je pense que c'est une des choses qu'ils font, c'est la gestion des données financières et tout. Il y a du monde qui étudie en statistique pour ça. Toi puis moi, on étudie en génie mécanique, puis il y a beaucoup d'ingénieurs mécaniques, je pense, qui traitent justement ou génie industriel, là, qui traitent de données, justement, puis qui travaillent là-dedans. À quel point est-ce que, mettons, toi, personnellement, dans ton expérience, tu avais travaillé avec des statistiques puis de la gestion des données, peut-être pas tant que ça, dans le fond? Ben, tu as raison, ça appelle à des champs de compétences vraiment particuliers. Moi, par la bande, j'ai appris à utiliser des outils de gestion de base de données. Mais tu as raison que ça devient un champ de compétences que tu as besoin dans ton entreprise du moment que tu veux faire de l'industrie 4.0. Puis ça tombe un peu dans mes pièges que je vais te parler. OK. Les pièges. Ouais. Fait que si on parle un peu plus de l'histoire de l'industrie 4.0, moi, comme date, là, encore là, c'est flou parce que on parle pas d'une invention, on parle d'un principe, d'un concept. Donc, moi, ce que j'ai, c'est qu'en 2011, il y avait un projet de stratégie high-tech pour le gouvernement allemand. Parce que ça a été amené. Il y a beaucoup d'innovations de manufacturing qui viennent de l'Allemagne. C'est un pays qui est vraiment à l'avant-plan sur tout ça.
Il y avait aussi les Japonais. Il n'y a pas si longtemps, c'était eux qui dominaient complètement le paysage. En ce moment, les Allemands sont vraiment très forts. Tout ce qui est domaine manufacturier. Les Japonais, ben là, on connaît les Kaizen, les 6S, le tout ça, Toyota ça vient. Way et tout ça, ouais. Les comment? Le Toyota Way. C'est quoi ça? C'est un peu une étude de ce qui a été fait chez Toyota pour optimiser la production. Ah Ça ouais! donne des principes un peu... Genre la manière Toyota, dans le fond. le moins de gaspillage possible et tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que les Japonais ont un grand apport. Fait que ce que tu dis, c'est que tout ça, c'est probablement de ça, à ça que tu faisais. Sûrement que c'est relié à ça, là, les grandes innovations et l'apport du Japon. Ouais, en exactement, manufacturier. c'est ça. Puis là, plus le récemment, l'Allemagne, effectivement. Là, moi, j'avais 2011, c'est ça, une initiative. On voulait trouver des stratégies pour augmenter un peu l'efficience en général. C'était un projet, une étude high-tech pour le gouvernement allemand. Puis on parlait alors qu'une des solutions, ce serait d'informatiser les moyens de production. Parce qu'encore, mettons 2010, puis même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries qui fonctionnent de manière assez rudimentaire, là. Par exemple, des instructions de travail sur du papier ou des commandes qui arrivent également sur du papier puis que là, tu perds dans l'usine ou des choses comme ça qui sont vraiment pas évidentes, là, où on commande des pièces, on les entrepose, mais on n'a aucune notion de quand est-ce qu'on les a commandées, quel prix qu'ils nous ont coûté. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, effectivement, qui n'avaient pas vraiment informatisé leur production. Et qu'on se fie probablement, excuse-moi de t'interrompre, et qu'on se fie probablement à des gens d'expérience dans la compagnie qui font un genre de travail manuel de commande ou de... Ça, c'est si on s'en soucie. Si, mettons, effectivement, c'est important pour... Ça serait paradoxal, mais si c'est important pour nous puis on n'a pas le moyen d'avoir l'information, effectivement, là, c'est dans les mains de quelques personnes. Mais encore, je pourrais pousser plus loin et dire qu'il y a certaines compagnies, pour eux, ils s'en soucient même pas. Pour eux, c'est pas important. Mais on va se rendre compte que c'est important au final parce que c'est de là que tu tires ton efficience à produire en ayant tous les paramètres qui sont intervenus dans ta chaîne de valeur. Donc, ensuite, le terme Industrie 4.0 il est apparu à peu près la même année, 2011-2012, dans un grand événement qui s'appelle le Hanover Messe ou la Hanover Fair. C'est une grande foire industrielle qui se passe à Hanovre, en Allemagne. Donc, c'est à peu près là qu'on a commencé à parler d'Industrie 4.0. Puis après ça, il y a différents chercheurs qui en ont parlé. Je sais qu'il y a un article en 2015-2016 qui a été écrit par Klaus Schwab, qui était à ce moment-là un chairman sur le Forum économique mondial. Je pense que c'est ça que j'avais vu. Je pense que c'est lui, je pense que c'est probablement ce nom-là que j'avais vu, comme que l'article disait. C'était pas l'inventeur, mais qui avait coin le terme, un des premiers, mais c'est pas ça. Fait que ça, c'est la brève histoire de l'Industrie 4.0, mais on voit que, tu sais, on parle de 2015-2016 ou 2011. Ouais, ça fait quand même un certain moment. Ben oui, mais moi, je trouve que c'est très récent, là. Regarde tes révolutions que tu nous as parlé tantôt, puis ça se passe sur des dizaines d'années. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, on parle d'une conception qu'on a actuellement de l'Industrie 4.0, mais à quel point ça va être celle que les historiens vont parler, on le sait pas. C'est ça qui est intéressant. Ouais, mettons dans 100 ans, ou justement dans 100 ans, là, aujourd'hui, mettons, quand je parlais de les premières révolutions, donc on parlait à peu près de 1760 à 1830, donc ça fait quasiment 200 ans. Là. Ouais. Donc dans 200 ans, ça va être quoi, tu sais? Oui, exactement. Donc après ça, pourquoi que c'est important? Je n'ai parlé un peu, là, mais la troisième révolution industrielle, là, ça a apporté l'informatique puis la robotisation, puis l'Internet. Fait que là, tu comprends que si toi, tu es une entreprise, tu n'as pas Internet, tu ne sais pas vraiment le système informatique, puis tu n'as pas de robot. Ben, les gens qui vont introduire ça en premier, là, ils vont avoir une productivité vraiment boostée par rapport à toi. On a marqué vraiment un avantage concurrentiel à adopter ces systèmes-là. Avec le temps, il y a une moyenne qui se fait, puis la plupart des entreprises commencent à s'équiper de ces systèmes-là. Puis au final, tu n'en tires plus nécessairement un avantage concurrentiel et ça revient se niveler. Alors pourquoi c'est important l'industrie 4.0? C'est que les entreprises ont aujourd'hui la chance d'adopter un nouveau concept qui va venir booster leur productivité comme l'ont fait l'Internet et l'informatisation pour toutes les entreprises avant. Donc, c'est important parce que c'est le moment, en fait, d'embarquer pour être capable d'avoir cet avantage concurrentiel-là jusqu'à ce que ça devienne la norme dans l'industrie. Oui, parce que là, dans le fond, c'est ça que tu mentionnes. Il y a de plus en plus de compagnies qui adoptent ce modèle-là. Donc, les compagnies qui ne l'adoptent pas et qui pourraient, mettons, ils restent en arrière. Ils restent en arrière. Donc, on parle Là, on parle bien... Les domaines que ça implique, on parle beaucoup, j'imagine, des grosses entreprises manufacturières qui produisent beaucoup de pièces, probablement. Vraiment de la production. Est-ce que ça s'applique aussi à l'assemblage? Bien, probablement aussi. Ça s'applique à peu près tout ce qui intervient dans le domaine manufacturier. Puis on pense même que ça peut s'appliquer à certaines autres industries. Mais c'est pas juste les grosses entreprises. Moi, mon expérience s'est faite dans une PME au Québec. Là. Il y a vraiment... En fait, je pense que c'est même plus facile dans une petite entreprise que dans une grosse où que c'est très dur de changer les façons de faire.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, d'où que je venais avec ça, et c'est comme pas tant la bonne manière de penser, mais je me disais, ben quand tu as une petite entreprise, ça vaut peut-être pas la peine de switcher, mais c'est pas nécessairement Au vrai. contraire. C'est pas comme un gros Intel là, qui ont des gros campus, des kilomètres de large. Ça, effectivement, ça va être plus compliqué à établir des nouveaux procédés. Oui, parce qu'il y a un autre avantage, en fait, d'adopter l'industrie 4.0, c'est que tu peux donner de naissance à des projets que tu pensais même pas qu'elle allait pouvoir être possible. En ayant accès à la donnée, tu viens identifier des occasions d'affaires. Ça s'inscrit dans une stratégie d'entreprise où que, en ayant cette donnée-là, tu es capable de monitorer des choses que les autres dirigeants d'entreprise n'ont pas accès dans leurs entreprises. Puis tu te rends compte que tu marchais sur de l'argent depuis des dizaines d'années. Des processus que pour toi étaient corrects, tu te rends compte qu'ils sont vraiment pas efficients grâce à toute ta donnée que tu as accumulée. Puis après ça, ben, en ayant construit une infrastructure 4.0, ça devient beaucoup moins compliqué pour toi de venir implanter un robot qui va être vraiment efficace. Alors que si tu n'as jamais utilisé de technologie de production plus avancée, puis tu vas dans une foire, puis les autres, moi j'ai ça, ben moi je vais en acheter un pour mon entreprise. Mais si tu n'as pas d'infrastructure 4.0, tu n'atteindras pas l'efficacité promise par ces systèmes-là. Il sert à rien. Là. C'est comme si Il ne servira pas à rien, mais il va être au mieux à peu près aussi efficace qu'un humain. Alors que dans l'industrie 4.0, on parlait d'interconnecter des systèmes. Le robot n'est pas tout seul, il parle aux autres machines, il travaille avec les autres machines, puis ça donne beaucoup plus place à des projets d'automatisation qui sont performants, qui permettent de rouler les lumières fermées ou de doubler ta production, tripler ta production. Ça dépend les chiffres vont dépendre de l'industrie et de la machine ou en général ce que tu vas regarder, mais la ligne directrice, c'est que tu vas avoir un gain en productivité. Puis ça, c'est pas inventé, là, c'est tangible. Si tu vas lire un peu là-dessus, il y a beaucoup d'entreprises qui ont vraiment vu une augmentation drastique de leur efficacité. J'ai aimé, quand tu as mentionné, c'est comme s'il marchait sur de l'argent. Ouais. Est-ce que tu aurais, j'essaie de penser dans le fond, un exemple de situation où cela pourrait arriver. Donc, la meilleure chose à laquelle j'ai pensé, ça serait, mettons, un transfert de pièces. Fait que de dire, OK, ben là, si les pièces passent de telle place à telle place, peut-être qu'on pourrait réorganiser nos machines. Ça, c'est du 6S standard, là, pour que le transfert se fasse plus facilement. Mais ouais, c'est un bon exemple. Je peux t'en apporter un qui est moins évident, qui là va juste appeler à la notion de données. Là. Par exemple, moi je suis une usine qui utilise des outils dans mes machines. Depuis des années, j'utilise les mêmes outils, je fais la même pièce, ça va bien, la pièce elle sort, est bonne, je l'envoie à mon client. Ça me coûte un certain prix, je me prends une marge, je la vends plus cher à mon client. Mais si en accumulant la donnée, là, tu te rends compte que cet outil-là, là, il y a une défaillance à chaque X nombre de pièces. Puis tu te rends compte que il y a un outil sur le marché, là, je pourrais l'essayer. Puis en ayant accès à des capteurs ou à de la donnée, tu vois, OK, lui, il va te t'offrir un petit peu plus longtemps. Puis tu fais des analyses statistiques, tu sais, OK, bon, ben, cet outil-là, sur 5 ans, il brise à peu près en moyenne après tant de pièces. Cet nouvel outil-là brise un petit peu plus tard et coûte moins cher. Bien là, tu viens de descendre ton coût de production. Puis en venant de descendre ton coût de production, tu peux vendre, si tu veux, la pièce au même prix au client. Tu viens d'augmenter ta marge. Fait que c'est là qu'on parle d'efficacité au niveau de l'entreprise parce que la donnée te permet de voir toutes les inefficiences dans ta production. Parce que la production en général, tu veux que ce soit le plus stable possible. Les gens ont peur que la machine arrête ou qu'elle fasse des pas bonnes pièces. Avec la donnée, tu es capable de trouver des opportunités dans ce processus. Tu peux le voir venir probablement et le corriger avant que ça devienne un problème, puis même en profiter. Puis... Ouais, vraiment faire une rétroaction sur aussi ce que tu as fait dans le passé, puis capable d'identifier des sources de projets. Est-ce que, concrètement, il y a des innovations reliées à ça, l'industrie 4.0, ou c'est vraiment juste le terme, c'est la manière de penser qui est l'innovation dans ce domaine-là? On peut dire que c'est beaucoup une manière de penser, puis même un paradigme de production. Mais il y a aussi des innovations. C'est sûr que l'Internet des objets, ça n'a pas nécessairement été apporté par l'industrie 4.0, mais ça a été beaucoup mis de l'avant. Maintenant, quand on regarde des machines industrielles, avant, souvent, la machine était faite pour évoluer en silo. Maintenant, les manufacturiers qui ne proposent pas des machines qui ont des capacités 4.0, c'est-à-dire recevoir de l'information en communiqué, ben, ils tombent dans le bas de la liste. Fait que les gens qui vendent des machines, ils mettent ça de plus en plus, là, maintenant, des capacités 4.0. Donc, achète ma machine parce que la mienne est déjà faite pour parler à un réseau Internet. C'est un feature, c'est rendu un feature de vente. Ouais. Alors que, mettons, moi, ce que j'ai fait dans le passé, là, quand je commençais à travailler en industrie 4.0, ben, les machines, des fois, tu travailles avec des machines qui sont nouvelles. À l'avant-plan de la technologie, tu as déjà des modules de communication qui sont faits pour ça, pour faire de l'industrie 4.0, et c'est souvent des machines allemandes d'ailleurs. Mais quand tu arrives dans une usine, tu n'as pas juste
la nouvelle chose qui sort de la production de l'usine de machines. Tu as aussi des vieilles machines qui coexistent, des vieilles choses. Puis ben, on parlait qu'on veut interconnecter. C'est pas juste d'interconnecter ce que tu peux, c'est tout interconnecté. Donc là, ça prend des ingénieurs en automatisation qui viennent rétrofitter les vieilles machines, leur ajouter des modules de communication, de créer un réseau à travers tout ça. Puis peu importe la marque de ta machine ou l'année qu'elle a été faite, tu veux que tout parle ensemble. Ça, c'est un défi. Ouais, ça doit être compliqué, effectivement, parce que là, tu as de la vieille technologie, tu dois mettre plein de capteurs qui sont peut-être pas supposés aller là ou qui n'ont pas été pensés. C'est pas pensé au début qu'il y aurait un capteur qui serait supposé aller là pour essayer de communiquer avec d'autres machines. Donc c'est là que ou le défi même vient. littéralement modifier la façon qu'une machine fonctionne avec son code interne pour qu'elle faire des choses qui n'avaient pas été faites pour faire. OK. Là, je c'est comme une grosse tangente. Je suis comme interrompu, je pense, dans ta lancée. Ben non, c'est Fait que, correct. C'est une discussion après tout. Bon. Là, Parfait. j'étais dans le pourquoi que c'est important. Je pense qu'on le voit. Là. Travailler plus en système qu'en silo. Accumuler de la donnée, on en a parlé. Les données peuvent ensuite donner lieu à des projets d'intelligence artificielle si on le souhaite. Après ça, l'importance du domaine manufacturier, on peut extrapoler et dire c'est super important pour une nation en général. Là, on le voit beaucoup qu'on essaie de plus fabriquer à l'interne pour être moins dépendant. L'industrie 4.0, là, c'est la première fois qu'on vient voir les gens qui ont des entreprises et on leur dit hey, je te propose une manière d'être compétitif. Ça fait des années que, outre-mer, tu perds des contrats parce que ça s'en va à l'étranger. Là, je te donne des outils. Là. Sont là les outils, tu peux les saisir, puis tu es capable de redevenir plus performant qu'eux. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était probablement avec la venue de l'Internet et des ordinateurs. Tu sais, justement, la troisième révolution industrielle, on a dit qu'il commence à peu près les années fin 60. Donc, les entreprises avant, mettons une entreprise manufacturière roulait avec un tour manuel, là, après, c'est de dire on passe à une CNC. Ouais, c'est sûr que c'est une innovation de rupture. Le job était là, mais ça fait longtemps. Dans les dernières années, le manufacturier, ça tenait à un fil, si on peut le dire, parce que ce qui restait ici, c'était des affaires plus complexes ou même plus secrets, alors que là, il y avait une raison politique de ne pas l'exporter, mais tous les biens de consommation, c'est rare que tu en vois que c'est écrit « Made in Canada » dessus. Là. Ouais, vraiment. Alors que là, avec l'industrie 4.0, on propose une manière de faire qui te permet de proposer tes biens au même prix que si tu l'exportais en Chine ou en Inde ou peu importe. OK. Donc, ça, j'ai parlé un peu de pourquoi en faire. Après ça, la place de la robotique, j'ai dit que j'allais t'en glisser un mot. Moi, j'ai un gros problème avec le fait d'acheter un robot puis de dire qu'on fait de l'industrie 4.0. C'est pas ça. Tu peux pas juste acheter un robot puis dire « Ah, mon entreprise est technologique, on est dans la 4e révolution industrielle. » Non. Le robot, c'est la cerise sur le sundae. Le robot, en fait, l'industrie 4.0, un des principes, c'est de simplifier tes opérations suffisamment pour qu'ensuite un robot soit capable de le faire. Si tu regardes un humain faire une tâche, puis tu te dis « Ok, je vais acheter un robot qui fait la tâche que l'humain fait », tu vas automatiser un processus qui est probablement inefficient. En industrie 4.0, on veut optimiser. On veut rendre meilleur, on veut augmenter l'efficience. Donc, une des premières tâches, c'est optimiser le processus, créer des cellules avec l'interconnexion, la donnée, tout ça. Puis au final, le robot, ça va juste être ça va être évident que c'est un robot qui devrait faire cette tâche-là plutôt qu'un humain. OK, parce que c'est une tâche tellement simple Oui. que ça serait con que ce soit un humain. Mettons, on parle d'une cellule manufacturière où il y a des robots qui transportent des pièces ou même des machines qui sortent des pièces sur des convoyeurs et tout ça. Puis à la fin, je sais pas, là, une pièce, elle arrive sur un convoyeur puis il y a un bac à côté. C'est évident que tu vas mettre un robot qui fait juste prendre la pièce du convoyeur puis la mettre dans un bac. Tu sais. Mais alors qu'avant, quand il n'y avait pas de convoyeur, les machines étaient disposées différemment, il n'y avait pas de thinking de comment créer un tout, puis que la machine est dans un coin, puis que là, il fallait que marcher, traverser la shop, puis tout, puis il fallait même la nettoyer parce qu'elle était sale. Là, c'est une autre chose. On parle, c'est pour ça que je dis que le robot, il arrive en dernier. C'est pas la première chose que tu achètes. Mais là, ça amène peut-être un concern qu'on voit beaucoup, qu'on entend beaucoup parler, puis ça fait longtemps, je pense. Depuis que, je pense, moi, je suis au monde, que c'est un truc qu'on discute. Est-ce qu'il y a un risque? Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est vrai de dire que l'industrie 4.0 va mener à des pertes d'emplois majeures? Puis je te pose la question, puis après, plus tard, je vais avoir des points par rapport à ça. Pourquoi je suis comme pas d'accord, mais je suis curieux de savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Je pense pas qu'il... ça dépend aussi de l'entreprise, au final. Ça dépend un peu de sa politique interne, mais je pense pas que on va nécessairement perdre des jobs. Les jobs vont se transformer. C'est un peu comme dire la fille qui avait son métier à tisser dans le temps, là, qui faisait des uniformes, puis qui a amené la première machine automatisée pour tisser, elle a perdu sa job, on s'entend. Là, ça se peut que le robot arrive et prenne la place d'un employé. Après ça, est-ce que l'employé ne pourra pas rien faire d'autre dans l'usine pour être obligé de quitter? Je pense pas, en fait. Ça vient plutôt de transformer les emplois.
oui, tu n'auras plus besoin de quelqu'un qui vient nettoyer tes pièces, par exemple. Mais tu vas avoir besoin de quelqu'un qui vient programmer ton robot, qui vient être un architecte de la solution, qui est un peu qui fait de la maintenance sur le robot. Tu sais, ça vient rajouter des métiers plus spécialisés, si je peux dire. Qui demande plus de, peut-être de, je veux pas dire ça de manière méchante, mais peut-être qui demande un petit peu plus de brain power. Tu sais, justement, juste déplacer une pièce, ben, à un moment donné, t'es comme, pourquoi je fais ça tous les jours, je pense tu sais? pas que c'est méchant non plus, parce qu'au final, c'est pas des jobs qui sont nécessairement plaisantes. Là, tu sais, ça dépend aussi de quelle sorte de job qu'on parle. Puis c'est parce qu'on le voit, tu sais, dans la pénurie de main-d'œuvre, c'est ces emplois-là qu'on a de la misère à combler. Ouais, c'est ça. Fait que c'est là qu'on va venir, qu'on peut venir améliorer cette Ouais, pénurie-là. tant qu'à moi, tu automatises quelque chose que personne ne veut faire. À moins que ce soit vraiment la passion de quelqu'un, peut-être, on sait pas. Mais bon, est-ce que ça fait perdre des emplois? Je pense que ça les transforme. C'est plus ça la réponse. Fait que dans le sens que peut-être qu'une personne qui travaille dans une compagnie, c'est peut-être qu'une entreprise, elle engagerait moins de gens et elle arrêterait d'engager des postes par rapport à un certain poste qu'elle engageait avant parce que maintenant elle a un robot. Mais le gars, il perdrait peut-être pas sa job, c'est juste que le poste qu'il a serait pas renouvelé après. Ouais. Ben, tu sais, peut-être cette personne-là en particulier, mais moi, je parle plus quand on regarde le bilan. Le bilan des emplois, ben, je pense que les gens vont autant avoir d'emplois. Là. C'est juste qu'ils vont avoir des postes différents. Mhm. Après ça aussi, c'est que la pénurie de main-d'œuvre, c'est un frein à la croissance. Et une entreprise, mettons, qui voudrait toujours acheter plus de machines, agrandir, on en produit plus, ben, à un moment donné, elle va être freinée par j'ai plus personne pour rouler mes machines. Tandis qu'avec une smart factory ou une usine intelligente qui fonctionne un peu dans les principes de l'industrie 4.0, ben, tu as besoin de drastiquement moins de personnel pour faire rouler tes machines. Donc, ça, c'est. Les robots, quand j'ai leur place, c'est que là, ben, c'est un peu en lien avec ça. Dans le temps qu'on faisait des lignes d'assemblage, surtout pour l'automobile, là, on a amené les robots industriels, des gros robots. Là. Si vous voulez regarder sur Internet, Fanuc, c'est une très grosse compagnie qui fabrique ce genre de robots-là. Puis c'est des robots qui sont faits pour soulever des grosses charges à des vitesses très rapides. Sauf que ceux-là, ben, ils doivent être dans des environnements faits pour des robots, avec des clôtures, aucun humain, parce qu'ils n'ont pas de concept de qu'est-ce qui est autour de moi, puis ça peut être vraiment dangereux. C'est pas collaboratif comme on mentionnait tantôt avec le Bolt, machin chouette pour les bras de caméra. Là. C'est ça. Puis là, ben, l'industrie 4.0 met beaucoup d'emphase sur la robotique collaborative parce qu'on veut que dans notre usine ou qu'on interconnecte, parce que pour l'industrie 4.0, on interconnecte des systèmes, pas juste des machines. Oui, on connecte des machines ensemble, mais on veut que ça parle aussi aux humains, puis que les humains puissent y parler. Donc, on veut au final que les humains évoluent à travers les robots. Donc, c'est pour ça que la robotique collaborative, c'est super important. C'est quoi? Ben, c'est simplement des robots qui sont plus petits, qui ont des capteurs de sécurité, qui arrêtent si jamais ils rentrent en collision avec un humain. C'est plus sécuritaire. Puis ça, tu n'as pas besoin d'être enfermé dans une cage pour avoir ça. Fait que c'est vraiment... Mais je pense que c'est Accès Innovation, l'épisode 2, par rapport à un AGV autonome, on en avait parlé avec l'invité. Dans le fond, c'était vraiment une grosse plateforme mobile qui fait transporter des charges immenses, là, qui fait transporter plusieurs autos. Là. Puis quand il disait, tu sais, quand tu es dans une usine puis tu vois ça arriver vers toi, même si le robot a une trajectoire qui va changer de place, ça se peut que ça soit très effrayant puis que tu aies envie de te tasser. Fait que c'est quoi les genres? Fait que ça peut être des genres de capteurs au LEDAR ou des genres de trucs qui voient les gens arriver. Oui, c'est un bon point. Moi, dans ma carrière, je vais travailler avec 2 types de robots. Quand tu parles d'AGV, le G veut dire guidé, donc c'est implicite que le robot est guidé d'une certaine manière. Il y en a d'autres types de robots autonomes qui, eux, n'ont pas besoin d'être guidés sur un trajet particulier. C'est-à-dire qu'ils peuvent recalculer eux-mêmes leur trajectoire puis trouver un chemin dans l'usine. Ouais, dans ce cas-là, c'était le Holonome. Holonome, c'était ça. C'était cette partie-là qui recalculait ses chemins puis refaisait des chemins. Ça se fait vrai de la même manière. Là. Sur le robot, il y a essentiellement des capteurs de proximité ou des capteurs qui, soit que ce soit par laser, il y en a que c'est par laser, il y en a que c'est effectivement par lidar, un peu comme pour les autos, par radar, là, si on peut dire. Puis eux, ben, ce qu'ils font les capteurs de sécurité, c'est par exemple, bon, ben, je vais rouler dans l'allée qui est définie pour le robot. Si je détecte quelque chose, je vais ralentir. Puis si c'est encore plus proche, je vais arrêter. Puis ça t'en met autour du robot. Puis ça rend son opération plus sécuritaire. Ceux qui sont guidés, ben, ils vont aller sur leur chemin, ils vont arrêter, puis ils vont attendre que la chose qui obstrue leur passage se tasse. Puis ceux qui sont pas guidés puis qui sont plus autonomes, ils vont essayer de recalculer leur trajectoire puis contourner l'objet. Fait que dans les bras robots, on a tout ça aussi?
Comment ça fonctionne? Des bras qui n'ont pas de cage, là, justement, des bras Ouais, plus non, collaboratifs? c'est rare qu'ils vont avoir des capteurs de proximité. Tu peux en mettre pour que, mettons, si tu es proche du robot, il va ralentir. Tu vas baisser le feed du robot, fait qu'il va aller un peu plus lentement. Mais en général, comment ça fonctionne un robot collaboratif, c'est qu'il y a des capteurs, des torque sensors dans chaque axe ou à peu près. Puis quand il détecte un torque supérieur à une limite, il va breaker. Il va vraiment arrêter, il va mettre les freins sur les moteurs, puis le robot va arrêter d'un coup. Donc, si je le pèse, je le pèse avec ma main, dans le Ouais, fond, il va... Exact. Puis ça, tu peux gager, mettons, c'est quoi le niveau que tu veux qui détecte une force. Il y a des normes de robotique collaborative qui disent vraiment des limites au-delà desquelles tu peux blesser quelqu'un. OK. Ah bon, après ça, c'est un autre sujet. On pourrait faire un épisode sur la robotique ou la robotique collaborative ben oui. si vous voulez. Mais, tu sais, tant qu'à moi, si tu mets, par exemple, un couteau sur un robot collaboratif puis il bouge, ben, tu sais, Ouais. c'est plus collaboratif. Ouais. Là. Fait qu'il y a toujours une limite un peu à ce que tu fais avec le, avec le robot. Mais bon, fait que c'est ça. La place de la robotique est super importante dans l'industrie 4.0. Encore là, comme je disais, c'est un piège. Tant qu'à moi, c'est la dernière chose à faire avant de... Il faut que tu transformes ton entreprise, il faut que tu transformes ta façon de faire avant d'acheter le robot, ça c'est sûr. Donc, parlons des pièges d'ailleurs. Bon, tant qu'à moi, un des premiers pièges avec l'industrie 4.0, c'est d'acheter de la technologie sans avoir un plan. Les meilleures entreprises qui œuvrent dans ce domaine-là, ils ont un plan clair, ils savent dans 5 ans, dans 10 ans où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Puis, ils acceptent qu'un projet ne sera pas nécessairement rentable parce qu'il va permettre de construire par-dessus. Créer un peu une colonne vertébrale qui permet d'attacher différents sous-systèmes de l'entreprise. Par exemple, se doter d'un logiciel qui devient une plateforme d'échange de données. Bon, si tu commences dans l'industrie 4.0, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça devient la pierre angulaire de toute ton entreprise. Donc, il faut accepter qu'il va y avoir de la technologie qui va coûter cher puis qu'il n'y aura pas nécessairement de rendement. Mais si tu as un plan puis tu sais où tu t'en vas, ben c'est clair pour toi. Bon, après ça, il faut être capable de gérer la quantité colossale de données. Ça, on en a parlé. Je pourrais peut-être passer vite là-dessus, mais ça devient une dépense à un moment donné, là, gérer toute cette donnée-là. Donc, il faut aussi avoir un plan pour ça. Après ça, intégrer des machines vieillissantes. On en a parlé. C'est loin d'être toutes les machines qui ont des capacités 4.0. Donc, il faut être capable de se doter de la main-d'œuvre qui fait ça. En fait, ça m'amène même à un autre point qui est entretenir une culture d'ingénierie au sein de l'entreprise. Parce que là, on parle d'entreprise manufacturière. Si on parle, mettons, d'un, je sais pas, un fabricant de clôture quelconque qui, lui, est habitué de faire des clôtures galvanisées depuis des années, il y a une petite compagnie, une dizaine d'employés, puis il veut faire de l'industrie 4.0. Ça va y prendre des ingénieurs. Il ne peut pas lui-même, sur une napkin, commencer à faire un plan, puis ça va prendre quelqu'un qui va programmer les robots, ça va prendre un architecte de solutions, ça va prendre des gestionnaires de projets, ça va même prendre des gens en maintenance qui vont maintenir ces systèmes-là. Donc, il faut être capable d'accepter que l'entreprise n'est plus une entreprise manufacturière au sens classique, mais devient un peu une entreprise technologique. C'est plus juste un gang-pain. Là. C'est plus juste nous, on roule puis on fait toujours comme on a fait avant. Il faut accepter qu'il va y avoir des changements, puis il faut accepter qu'il va y avoir de l'ingénierie, puis de la découverte, puis de l'investissement là-dedans. Puis encore là, ça transforme les emplois. Donc, il faut accepter que tu vas avoir besoin d'ingénieurs, tu vas avoir besoin de gens plus spécialisés. Alors que dans le temps, tu te dis pourquoi j'aurais ça. Tu sais, je veux dire, je pars ma machine, puis j'ai besoin d'un machiniste, puis c'est pas mal tout. Là. Ça, c'est un truc intéressant, c'est ça, parce que les compagnies, on le voit, je suis sûr que tu as déjà vu ça, moi j'ai déjà vu ça dans les places où j'ai travaillé, tu sais, le monde en général, qui ont des postes, mettons, pas comme toi et moi, que nous, on a étudié là-dedans, puis on est prêt à tout le temps changer les choses, on veut tout le temps améliorer les choses. Il y a des gens, tu sais, ça les fait chier de changer, qui sont habitués dans leur beat, puis pour eux, c'est pas efficace d'essayer des nouvelles choses et d'essayer d'innover, puis je comprends parfaitement pourquoi, là. Ouais. Mais on voit vraiment ça souvent, là, c'est un truc là. Fait que souvent, il y a des freins, j'imagine, par rapport à ça. Oui, tout à fait. Puis, en fait, je pense que le gain en productivité, là, quand on dit que l'industrie 4.0 t'amène un gain en productivité puis un gain en efficience, ça vient pas à un coût nul. Il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, je pense. Donc, c'est quoi que ça coûte, l'industrie 4.0? Ben, c'est une concentration de l'expertise, puis une complexification de tes opérations. Tu vas amener tes opérations à un niveau technologique supérieur, ça va être beaucoup plus dur à comprendre comment que les choses fonctionnent. C'est là que tu auras besoin de gens qui sont hyper qualifiés pour maintenir ces systèmes-là. Donc oui, tu auras moins besoin de la main-d'œuvre de production, puis c'est une bonne chose parce que tu es prêt à désengager avec la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a, mais il va quand même falloir que tu dépenses pour maintenir une culture d'ingénierie dans ton entreprise. Je peux passer après ça à l'avenir un peu de tout ça. Avant que tu fasses ça, j'aimerais peut-être une introduction par rapport à ça. J'avais préparé une quote de Wikipédia, si ça ne te dérange pas. Puis en fait,
En fait, avant d'aller là, excuse-moi, j'avais une petite question que j'avais pas eu l'opportunité de te poser parce que là, on s'en va vraiment vers la fin, il ne reste pas énormément de temps. Euh, on le voit souvent dans les ordinateurs. C'est un concept qui est récurrent, là, l'obsolescence programmée. Puis moi, j'ai toujours des débats par rapport à l'obsolescence programmée dans le sens que quand tu veux innover, ben c'est pas vraiment de l'obsolescence, c'est plus que tu viens. Ben oui, c'est de l'obsolescence, mais si tu veux améliorer ton système, ben le vieux système, à un moment donné, il faut que tu le laisses aller. Là. Mais en tout cas, ça, c'est un débat à part. Là. Mais comment on peut faire pour faire confiance de plus en plus à l'informatique et la technologie dans le cœur, dans la colonne vertébrale de ton entreprise, quand à peu près aux 6-7 ans, il faut tout changer de logiciel, il faut upgrader nos machines, il faut tout mettre à jour. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être tannant dans une compagnie qui a viré au 4.0? Oui, tout à fait. Je pense que le fait justement de tout interconnecter, ben après ça devient plus difficile de changer un peu des logiciels ou des machines parce qu'après ça, tu vas faire le travail de la remettre dans le réseau que tu as créé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se lancer sans plan. Puis je reviens, c'est super important, c'est un gros piège. Il faut que tu ailles une ligne directrice. Tu ne dois pas accepter que, par exemple, 2 logiciels existent en silo parce que tu n'es pas capable de les interconnecter ensemble. Non. Quand tu es arrivé pour acheter ton logiciel, tu as réfléchi, tu as dit, je vais devoir l'interconnecter, alors je choisis celui-là over celui-là parce que même s'il est plus cher, il peut faire partie de mon écosystème 4.0. Donc oui, tu as raison dans un sens que si, mettons, une technologie devient obsolète ou un logiciel n'est plus utilisé, ben là, ça peut causer des problèmes. Mais je pense que c'est un paradigme qu'il faut adopter ou une manière de faire, de dire, OK, bon, ben, j'évalue pour l'industrie 4.0. Je sélectionne mes choses pour ça. Faites pour ça, ouais. Puis ça fait après ça des échelles qui peuvent évoluer Ouais, plus quitte facilement à dans même le le temps. faire toi-même, dans un sens. C'est certaines façons de faire que les entreprises vont adopter, de développer eux-mêmes leur propre logiciel. Alors là, ça peut faire en sorte que tu as un contrôle un peu sur ton backbone ou ta colonne vertébrale de ton entreprise. Ouais, c'est pour ça. Ouais, puis par rapport à l'obsolescence programmée, puis ça au vieux logiciel, puis j'ai déjà travaillé dans une entreprise justement qui voulait programmer eux-mêmes le nouveau ERP, là, puis ça l'a été moyen, là, si je me rappelle bien. Ouais, c'est pas tu des sais, projets faciles. Ben c'est ça, il faut vraiment que tu sois bon là-dedans, puis il faut que ça aille bien. Là. Ouais. Les ERP, c'est une bonne affaire en plus. Là. Par ERP, pour ceux qui ne savent pas, on parle d'un logiciel, un logiciel de gestion intégrée, quelque chose qui vient un peu comme, c'est quasiment de l'industrie 4.0, ça vient interconnecter tes logiciels dans l'entreprise. Un logiciel pour faire tout ce que plein de petits logiciels peuvent faire. Fait que ça va chercher ta comptabilité, ta gestion des opérations, tes ventes, tout ça, c'est rassemblé sous le même logiciel. C'est quand même, ça fait un bout que ça existe, les ERP. Au début, les gens, ils les faisaient eux-mêmes parce qu'il n'y avait pas de solution qui existait ou ils étaient très chers. Fait que ça fait en sorte que des grosses compagnies d'assurance, il y avait leur propre ERP homemade. Maintenant, c'est rare. Les gens vont adopter des solutions commerciales parce qu'ils sont rendus beaucoup plus efficaces et moins chers. Je pense que ça va être la même chose pour l'industrie 4.0. En ce moment, il y a beaucoup de compagnies qui font leur propre structure. Dans l'avenir, je pense qu'il va y avoir des grosses compagnies qui vont offrir des logiciels qui vont être la fameuse plateforme que je vous parle. Le cœur, la colonne vertébrale où que de toutes tout les ça. machines vont se plugger pour échanger de la donnée. Ouais. Donc, pour nous amener un peu plus vers la conclusion, je vais vous parler peut-être de l'avenir, l'industrie 4.0. Bon, ben, on dirait que c'est difficile d'évaluer parce que c'est un nouveau concept. On ne sait pas encore jusqu'où qui est borné le scope de l'industrie 4.0. C'est quand la fin? Quand est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui commence? Puis quand on regarde les autres évolutions, ben, ils ont été quand même assez longues en termes d'années. Bon, est-ce que c'est un peu comme l'informatique, puis les cycles sont de plus en plus courts? Peut-être, on ne sait pas. Mais je trouve que c'est une question qui est super intéressante. Moi, j'avais lu que les experts estiment que d'ici 30 ans à peu près, là, ça va être plus facile de vraiment borner. Bon, ben ça, c'est à peu près l'industrie 4.0. Ouais, on est un petit peu rapide. Je trouve que c'est le genre d'affaire qu'on est rapide pour y donner un nom parce qu'on est dedans, on vit. Tu sais, ça fait pas énormément longtemps qu'on connaît les phases d'industrialisation. Tu sais. Ouais. Fait que je comprends, c'est normal là, de dire. Je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise ou de gens dans le domaine qui pensent savoir ce que c'est l'industrie 4.0, mais ils ont une très mauvaise idée parce qu'ils l'ont lu dans un article ou ils l'ont vu sur LinkedIn. C'est pas ça. Je pense que c'est quand même complexe, c'est dur à mettre en œuvre, puis ça évolue très rapidement. Fait que je pense que c'est un peu comme la crypto-monnaie ou des choses comme ça, les NFTs comme on parlait. Mais beaucoup de gens en parlent, peu de gens connaissent vraiment ce que c'est. Ouais. J'avais sur Wikipédia, où quand j'ai regardé mes sources pour la troisième et les autres révolutions industrielles, je suis tombé sur un principe des âges. Là. Donc, la dernière âge dans laquelle on était avant, ça serait l'âge de la digitalisation. Ouais. J'ai-tu bien dit? En fait,
digital. En tout cas, on se comprend. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu allais dire? Ouais. Ben oui, on peut dire que la troisième révolution industrielle a amené la digitalisation, mais l'Industrie 4.0, ça fait partie quand même. C'est juste qu'on met beaucoup l'emphase là-dessus. On va digitaliser des choses qui pour nous ne l'étaient pas avant, mais oui, ok, ça se chevauche. Mais tu vas voir où je m'en allais avec ça. Ce que j'ai vu, c'est là, on est comme dans le successeur de l'âge de la digitalisation et digitale. On serait maintenant dans l'âge, selon certains, dans l'âge de l'imagination. Et c'est quelque chose qui vient vraiment rentrer avec ce qu'on parlait par rapport aux emplois, mettons, perdus, entre guillemets, qui iraient faire maintenant des emplois plus spécialisés. J'ai traduit un petit passage de Wikipédia pour parler un peu juste mentionner c'est quoi que c'est exactement, là. Il parle de l'économie du savoir. Donc, l'économie du savoir est un système économique dans lequel la production et les services sont largement basés sur des activités intensives sur le savoir qui contribuent à une vitesse d'avancée technologique et scientifique accélérée, ainsi qu'à l'obsolescence rapide. Fait que là, l'obsolescence rapide, c'est ça, l'évolution rapide. Puis c'est drôle parce que ça nous rappelle là, ce qu'on mentionnait sur les nouveaux, tout le temps des nouvelles ères, des nouvelles périodes d'industrialisation. Là, je continue. L'industrie 4.0 aide la transition dans l'économie du savoir en augmentant la dépendance sur les capacités intellectuelles plutôt que sur les capacités physiques ou ressources naturelles. Fait que je trouve qu'il y a un beau lien entre ça et l'âge de l'imagination, justement, de dire que ça nous amène vers une période où, je sais pas ça va être quoi là, après, là, la nouvelle révolution industrielle, mais vers une période où on peut se permettre de plus être créatif, on peut se permettre de prendre plus de temps pour inventer des choses. On a plus de gens qui collaborent à cette imagination collective-là. Fait que je tenais à le mentionner. Oui, c'est intéressant comme passage. Bon, qu'est-ce que c'est la prochaine? Ben, il y a déjà des gens qui ont commencé à parler d'industrie 5.0. Tant qu'à moi, c'est très tôt, parce qu'on comprend encore difficilement jusqu'où que l'industrie 4.0 va nous amener, mais quand tu t'intéresses un peu à ce que ces gens-là disent, tu te rends compte que c'est pas nécessairement, ça sera pas une cinquième révolution, c'est juste qu'eux, ils veulent apporter une correction à ce qu'on perçoit comme étant l'industrie 4.0. Ils disent que, en fait, l'industrie 4.0 met complètement l'emphase sur la productivité et l'efficacité, mais pour eux, c'est au détriment de l'humain. Donc, leur grosse critique, c'est que l'aspect humain est complètement négligé dans l'industrie 4.0, alors que sur papier, on parle de collaboration humain-machine. Dans l'exécution, on voit beaucoup plus de robotisation, puis d'avoir des factory, lights out factory, des usines qui fonctionnent dans le noir. Tout seul, là. Qui fonctionnent tout seul. L'humain est dans le bureau, puis il gère les robots, mettons. Bon. La grosse critique en ce moment de certains experts, c'est qu'on omet complètement l'aspect humain et l'aspect social de la chose. Donc, eux, ils proposeraient que la cinquième révolution, qui est au final une modification à ce qu'on perçoit de la quatrième, ben, ce serait de pallier un peu à ça. Là. Inclure plus l'humain dans la façon de créer ces infrastructures de 4.0. Là. C'est intéressant parce que c'est vraiment une continuité de ce qu'on mentionnait. Là. Donc, puis je comprends. Je pense que, comme tu disais, de dire l'industrie 5.0, c'est peut-être un peu précoce. Je pense qu'il y a peut-être un élément de clickbait associé à ça et de dire je veux que mon article ait plus de vues, donc je vais dire que c'est la nouvelle affaire qui s'en vient. Ouais. Peut-être. Ouais, je suis d'accord. Fait que. Bon. Pour conclure, peut-être, là, je peux parler d'emplois d'avenir en industrie 4.0. S'il y a peut-être des plus jeunes qui nous écoutent ou des gens qui veulent peut-être un peu transformer leur carrière, ben moi, ce que je perçois, c'est que c'est un domaine en effervescence. Là. Il y a plein de possibilités pour les gens qui veulent se lancer là-dedans. On a parlé beaucoup des dirigeants d'entreprise qui ont tout intérêt à y aller, mais je pense que les gens ont aussi intérêt à s'y intéresser, puis même à développer une expertise là-dedans, parce qu'on voit que ça va être la nouvelle norme, possiblement, comme toutes les révolutions. Bon, alors des emplois d'avenir, je pense que l'ingénierie, moi je suis ingénieur mécanique, j'ai travaillé là-dedans. Je pense qu'on peut parler d'ingénieurs en automatisation, en mécatronique. C'est toutes des choses qui embarquent un peu sous le même parapluie. Étant mécanique, peut-être qu'on en voit moins sur l'automatisation, mais ça fait quand même partie de notre cursus d'une certaine manière. Donc, je pense que l'ingénierie, en général, même qu'on peut dire ingénieurs industriels, qui eux sont plus habilités à modéliser le processus, comprendre les pertes de productivité, où est-ce qu'elles sont. Donc, c'est deux types ou plusieurs types de génie plutôt qui sont intéressants pour les gens. Probablement logiciel, électrique aussi. Là. Je pense que ça doit être des gros joueurs. Là, je vais parler peut-être plus de la communication machine, mais c'est quelque chose qui est central. Si tu veux interconnecter des machines, surtout des machines vieillissantes qui n'ont pas de module 4.0, ça te prend des experts en communication. Ça te prend des gens qui comprennent les protocoles de communication machine. Ça te prend des programmeurs qui peuvent intégrer ça au logiciel. Ça te prend aussi des gestionnaires de projet. Puis pas n'importe qui, des gestionnaires de projets qui ont une connaissance technique de la chose, parce que l'industrie 4.0 t'amène des défis qui font pas de sens. Par exemple,
l'usine, elle va être complètement arrêtée, tu ne pourras plus produire parce que ton logiciel 4.0 il est planté. Alors qu'avant, tu pesais ta machine, tant qu'elle avait d'électricité puis de l'air comprimé, elle roulait. Alors que là, on va venir te dire hey, l'usine est arrêtée parce que le logiciel est planté ou la base de données n'est pas accessible. Alors, ça prend des gestionnaires de projets qui sont habitués de comprendre ces dépendances-là entre les systèmes puis qui ajustent un peu l'implantation en conséquence. Fait que ce que tu dis, c'est que ça prend au final quand même un chef d'orchestre pour architecte éviter... littéralement de la solution. Ouais. Je pense vraiment pas qu'un dirigeant d'entreprise peut décider de rendre son entreprise 4.0 tout seul dans son coin avec son staff actuel. Il a besoin de s'équiper en personnes qui comprennent ce que ça implique. Je pense qu'on a mentionné aussi plus tôt peut-être des emplois probablement en statistique. Je pense que ça doit être un gros jeu là-dedans, du monde qui étudie, je sais pas, en mathématiques. Analyse de données, puis même numérique. l'informatique qui est plus vers l'intelligence artificielle, parce que si tu veux créer des projets d'intelligence artificielle avec toutes les données, en fait, maintenant que tu es riche en données, ben autant en faire quelque chose, ben ça va prendre des gens qui comprennent ça, qui ont une connaissance un peu de gestion de données et tout. Sinon, en recherche, il y a des chaires de recherche qui existent pour l'industrie 4.0. Je sais qu'à l'Université Laval, il y a des professeurs qui donnent vraiment beaucoup d'importance à l'industrie 4.0 dans les projets de recherche qu'ils vont proposer. Il y en a autant dans les départements d'informatique, de mathématiques que d'ingénierie. Fait que ça aussi, c'est super intéressant pour les gens qui s'intéressent à la recherche. Puis, finalement, ben, les ressources disponibles, peut-être pour ceux qui en veulent un peu plus, vous pouvez nous signifier si vous voulez qu'on fasse un épisode peut-être juste sur la robotique ou peu importe, mais sinon, t'es sur Internet, c'est vraiment un buzzword. Là. Juste en écrivant Industrie 4.0, je pense que t'as des tonnes et des tonnes d'informations quand même de qualité. Tout le monde a un peu son opinion de qu'est-ce que c'est puis jusqu'où ça va. Puis comme je disais, on est au cœur de l'histoire, fait que c'était à nous de nous faire un peu notre propre idée puis elle va évoluer naturellement. Faire notre propre histoire. Ouais, pour vrai, on écrit l'histoire en ce moment, donc c'est super intéressant. C'est excitant. Okay, ça conclut pas mal ce que j'avais à vous dire sur l'industrie 4.0. Super, ben c'est quand même un excellent résumé. Je trouve que, puis en plus, au final, au net, ça a repris moins de temps que la dernière fois, mais on a fait. C'était un seul sujet, mais je pense qu'on a pu rentrer vraiment plus en détail dedans. Je pense que c'est vraiment bien. Tout à fait. Je suis content quand même de ce que ça a donné comme format. Là. J'espère, là, je pense qu'on est à peu près à 1 heure. Fait que tu dois avoir soif. Non, je me suis hydraté en cours de route. Excellent, ça. Ça conclut donc l'émission pour aujourd'hui. Merci Samuel de nous avoir parlé de ça. Donc j'espère ça qu'on pourra faire un autre sujet, peut-être robotique ou un autre sujet ultérieurement. Là, je l'avais jamais mentionné en épisode, mais j'essaie de sortir des épisodes aux 2 semaines. Donc peut-être un épisode avec moi et Sam, peut-être une fois par mois, et l'autre type d'épisode peut-être une fois par mois aussi. Ça ressemble à ça. Donc merci aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine. Yes, merci.